Donc après la nucléosynthèse primordiale, et pour expliquer la présence d'éléments plus lourds, eh bien, on va s'intéresser aux nucléosynthèses stellaires. Donc il y en a de plusieurs types. Mais avant de s'intéresser aux nucléosynthèses stellaires, je suis obligé de vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'une étoile, comment ça fonctionne, etc. Et donc, on va commencer par s'intéresser à la constellation de la Grande Ourse. Donc, on la voit ici, la Grande Casserole. Vous voyez, ce sont les étoiles les plus brillantes. Alors, les constellations, c'est les dessins imaginaires qu'on peut faire sur le fond étoilé. Ici, c'est la Grande Casserole, la Grande Ourse. Et ça relie les étoiles les plus brillantes. Bon, alors on voit qu'effectivement, les étoiles peuvent être brillantes ou peu brillantes. Donc, une première catégorie, c'est la magnitude, c'est-à-dire l'intensité lumineuse qu'on reçoit sur Terre. Et puis, une deuxième différenciation, c'est la couleur des étoiles. En fait, ici, celle-ci est vaguement orangée et celle-ci est plutôt bleutée. Donc, on constate que les étoiles ont la même couleur. Alors, de façon très honnête, hein, c'est très léger en orange et très léger en bleu pour reconnaître des étoiles. Par contre, si on fait des mesures maintenant photométriques, c'est-à-dire qu'on va mesurer les rapports d'intensité entre le bleu, le rouge et le vert, on va pouvoir attribuer des couleurs. Donc là, vous voyez, ici, la grande ourse qui est retracée, et on y ajoute un code couleur. Donc, les étoiles M sont les plus rougies, les étoiles O sont les plus violets, et l'ordre des étoiles, c'est O, B, A, F, G, K, M, avec une couleur dominante allant du violet vers le rouge. On verra un peu plus tard que ça correspond à la température en fait, des étoiles. Donc, je reprends ma grande ourse. Cette étoile-là est la plus bleue et cette étoile est la plus rouge. On le voit par le code de couleur. Mais on voit également que les étoiles ont les points. La représentation ici, c'est les tailles de points, c'est la magnitude, c'est-à-dire l'intensité lumineuse. Et plus l'étoile est lumineuse et plus elle est grosse. Donc on voit bien que par exemple celle-ci qui est un peu plus petite, et bien effectivement c'est la moins brillante de la grande ourse, qui par ailleurs sont beaucoup plus brillantes que les autres étoiles alentour. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que la magnitude, c'est-à-dire l'intensité lumineuse, elle est entre guillemets inversée, c'est-à-dire que plus c'est brillant et plus le chiffre est petit, moins 1 étant plus petit que 0, etc. Eh bien c'est parce que en fait c'est historique. La magnitude, c'est une échelle logarithmique qui correspond en fait à la sensibilité de notre œil, qui est aussi à une sensibilité logarithmique. Notre œil peut voir des grandes dynamiques, du très illuminé au très sombre, et il a une réponse logarithmique. Et donc, dans l'Antiquité, ou dès l'Antiquité, on a classé les étoiles en 6 catégories. Les étoiles de type 1, celles qui sont les plus brillantes et qu'on voit quelle que soit la qualité du ciel, jusqu'aux étoiles de catégorie 6, celles qui sont les plus ténues et qu'on aperçoit uniquement quand le ciel est extrêmement clair. Et donc, pour garder cette classification historique, à partir du moment où on a commencé à avoir des appareils de physique sensible et accès à l'échelle logarithmique, ben on a reconstruit cette échelle de magnitude qui est une magnitude inversée. Donc, par exemple, une étoile de magnitude 7, celle-ci, elle n'est pas visible à l'œil nu. Seules celles-ci, celles de magnitude 6 sont visibles, et encore les nuits très très claires, c'est-à-dire assez rarement en France, en tout cas en région parisienne. Donc il y a, pour résumer, deux grandes classifications d'étoiles, leur intensité, mais ça dépend un petit peu de si elles sont plus loin ou plus proches de nous, mais il y a également leur couleur. Et donc on va s'intéresser au problème des couleurs. Pourquoi est-ce qu'une étoile est plus rouge ou plus bleue l'une que l'autre? Ben, ça va dépendre de sa température et on va s'intéresser à ça par la suite. Alors, les couleurs, comprendre les couleurs des étoiles, c'est comprendre et connaître un petit peu ce que c'est que le corps noir. Donc, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est si vous ne le savez pas. Donc ici, on voit deux photos. La première, c'est un champ de lave. Et on imagine que dans ce champ de lave, on a des endroits qui sont liquides et très chauds, donc ici, et puis d'autres qui sont un peu plus solides, un peu plus visqueux et un peu plus froids. Intuitivement, on voit que le blanc est associé à la température et le noir à disons, une fraîcheur relative. Je n'irai pas mettre les pieds ici. Et ici, c'est une photo de l'atelier d'un forgeron. Alors, qu'est-ce qu'il fait le forgeron? Il y a du charbon, donc c'est du carbone chauffé très fort, c'est la combustion du carbone qui dégage de la température, et à l'intérieur littéralement du lit de charbon, on y insère des creusets, et ça, le creuset c'est en céramique, donc disons, une sorte de roche, et à l'intérieur on a du métal.
Maintenant que je vous ai dit que ça, c'est du charbon et ça, c'est du métal, vous pouvez me croire, mais à l'œil, l'aspect visuel, c'est pas du tout celui-là. C'est qu'on a des blocs éventuellement plus ou moins chauds et on voit que plus c'est blanc, plus c'est chaud, encore une fois. Donc, ce qui est frappant, c'est que, en fait, quand on atteint une certaine température, la composition chimique des éléments ne compte pas. Ce qui compte, c'est juste leur température. Plus c'est chaud, plus c'est blanc et plus ça émet de la lumière. Et voilà. Donc c'est ça un peu le paradoxe du corps noir, ou pas d'ailleurs, c'est tout corps émet de la chaleur, émet un rayonnement électromagnétique en fonction de sa température, et on dit qu'un corps est noir si il est capable d'absorber toute l'énergie et de restituer toute l'énergie. Étant entendu que si vous en absorbez plus que vous n'en restituez, vous chauffez. Et donc vous allez vous mettre à chauffer et en avoir plus. Je passe à la suite, la loi mathématique qui décrit le corps noir. Alors c'est Planck, au début du XXe siècle, qui a trouvé cette loi pour expliquer ce qu'on appelait la crise de l'ultraviolet. Et c'est le début et même la naissance de la mécanique quantique, puisque la constante de Planck, vous la reconnaissez ici, h fois la fréquence, elle est y compris, enfin, c'est les premiers pas de la mécanique quantique, ou enfin du quanta, c'est-à-dire du grain d'unité. Bon, je ne vais pas faire un détail de la loi de Planck, mais je vais vous quand même montrer un peu la forme mathématique. Ça dit quoi la loi de Planck? C'est l'intensité lumineuse en fonction de la fréquence. Donc ici on a la fréquence et ici on a l'intensité lumineuse. Et c'est une loi qui dépend évidemment, puisque c'est une fonction mathématique, de la fréquence, et ici et là, mais qui a un seul vrai paramètre dans cette formule, c'est la température. Donc en fait, la loi pour une température donnée suit d'abord une loi polynomiale d'ordre 3, donc une espèce de parabole un peu musclée, et puis à plus haute fréquence, on a une exponentielle au dénominateur qui va écraser le signal. Donc ici, on voit bien hop, cette polynôme qui croît, puis l'exponentielle décroissante qui va écraser la fonction. Donc, puisqu'on a une fonction croissante et une fonction décroissante, il existe un maximum, et ce maximum-là va dépendre de la température. Et alors, on marque deux choses et ici, c'est que plus la température est élevée, donc ici, on a pris une température de 8000 degrés, et plus le maximum va se décaler vers les hautes fréquences, c'est-à-dire ici vers le bleu. Alors ici, ce diagramme représente le rouge, le vert et le bleu que voient nos yeux. Et donc, si on a un corps qui est à 8000 degrés, il y aura plus de bleu que de rouge, il nous paraîtra rougi. Le soleil nous paraît presque aussi bleu, rouge et vert, et donc il nous paraît blanc, voire légèrement jauni. Par contre, si un corps est à 4000 degrés, il y aura plus de rouge que de bleu, et là, ça nous paraîtra orangé. Enfin, si c'est à 2000 degrés, on apercevra à peine un tout petit peu de température dans le rouge, un petit peu d'intensité dans le rouge. Alors, ici, j'ai triché même sur le rouge pour qu'on puisse voir l'intensité, parce que, en fait, l'autre caractéristique, c'est qu'à toutes les fréquences, l'émissivité croît avec la température. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de vert dans un corps plus chaud, dans un corps à 1000 degrés, qu'un corps à 6000, qu'un corps à 4000, etc. Alors cette loi, elle est mathématiquement un petit peu lourde, mais qu'on puisse la gérer, mais elle nous permet d'expliquer deux lois empiriques, qui sont les lois de Stéphan et les lois de Vienne. Et la loi de Stéphan, en fait, correspond à calculer l'air intégré sous la courbe, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie envoyée par un corps à une température donnée, et la dérivée, la loi de Vienne, qui nous dit, donc la dérivée, nous permet de trouver le maximum, qui nous dit où se trouve le maximum. Alors, ces deux lois-là, elles sont mathématiquement très simples, et celles-ci, je vous demande de savoir les utiliser, puisqu'elles sont triviales mathématiquement parlant. Alors, juste pour faire le lien avant d'aller plus loin, entre le rayonnement fossile, je vous ai dit, sans que vous déléviez de problème, que ça correspond à une lumière à une température de 2,7 degrés Kelvin. Alors, si on enregistre dans les micro-ondes les fréquences, quelle que soit la direction de lumière, on trouve une jolie courbe en cloche. Et cette jolie courbe en cloche, c'est la loi de Planck qui pique à 2,7 degrés Kelvin. Là, c'est le prix Nobel pour cette découverte. Et donc, on imagine que puisqu'à l'heure actuelle, on voit une température de 2,7 K
et que la lumière peut se propager dans un univers neutralisé quand cet univers est à peu près à 3000 degrés Kelvin, on constate qu'il y a eu un facteur de dilatation de l'univers d'un facteur 1000 depuis que la lumière est libre, c'est-à-dire depuis à peu près que l'univers a 380 000 ans.